Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire cette semaine, pas de bon vin sans microbes, des oreilles mi-homme mi-singe et un planeur à l'assaut de la stratosphère. Mais commençons tout de suite par cette annonce de la NASA à laquelle vous n'avez certainement pas échappé. Les fans de la planète rouge étaient en effervescence car la célèbre agence spatiale américaine a entretenu pendant plusieurs jours le suspense autour de ses dernières découvertes. Il y aurait de l'eau liquide à la surface de Mars. Cette affirmation n'est pas complètement nouvelle. Déjà, en 2003, les photos d'une sonde martienne avaient montré des ravines, laissant penser qu'un liquide s'écoule sur certaines pentes de cratères. Mais cette fois-ci, la NASA s'appuie sur de nouvelles données. En 2011, Mars Reconnaissance Orbiter braque ses objectifs sur ces énigmatiques formations et les observateurs remarquent que leur aspect varie au gré des saisons martiennes. Grâce au spectromètre de la sonde, la NASA détient la composition chimique de ces traces, visible ici en fausse couleur. Il s'agit de sels minéraux hydratés à base de chlore, de sodium et de potassium, dont la présence ne peut s'expliquer que par un écoulement d'eau liquide. Il s'agit donc visiblement de traces laissées par des coulées d'eau très salées, une saumure pour être précis. Et ces écoulements ne se produiraient que pendant l'été martien, lorsque la température oscille entre -23 et 0 degrés Celsius. La prochaine étape sera de déterminer exactement comment se forment ces fameuses traces, et on l'espère, les missions à venir nous en diront un peu plus. En tout cas, n'en déplaise à certains, cet écoulement salé, chloré et froid risque d'être peu propice au développement d'une vie extraterrestre. Les amateurs de vin le savent bien, chaque cru reflète le terroir dont il est issu. Mais qu'est-ce qui définit un terroir? Les vignobles sont très sensibles au type de sol, à l'ensoleillement ou aux méthodes agricoles, mais ce n'est pas tout. Des chercheurs universitaires anglais et néo-zélandais ont étudié le vignoble au microscope. Est-ce que les micro-organismes naturellement présents dans le sol ont un impact sur les arômes du vin? La réponse est oui. Saccharomyces cerevisiae, c'est son nom, est un champignon minuscule, une levure pour être exact, qui est l'acteur principal de la transformation du sucre en alcool. Les chercheurs ont étudié cette levure dans 6 grandes régions viticoles de Nouvelle-Zélande et ils ont constaté que les molécules issues de la levure lors de la fermentation varient selon la région de provenance du champignon. Mais surtout, ces variations chimiques naturelles impactent bel et bien le goût du vin. L'alchimie invisible qui se joue sous les ceps de vigne est donc à prendre très au sérieux. Les biologistes de cette étude en profitent pour souligner l'importance de la biodiversité microbienne. Car au-delà du vin et de ses subtils arômes, les plantes ont véritablement besoin des champignons et des bactéries pour se développer. Problème, l'environnement microbien est souvent affaibli par les méthodes d'agriculture intensive. Les os de l'oreille sont minuscules et il est très rare d'en retrouver lors de fouilles archéologiques, surtout sur des fossiles vieux de 2 millions d'années. C'est pourtant ce qu'ont retrouvé des chercheurs anglais de l'université de Binghamton dans une grotte d'Afrique du Sud à partir de crânes très complets d'australopithèques et de paranthropes. Chacun de ces fossiles est âgé d'environ 2 millions d'années et représente les premiers ancêtres de l'humanité. On a scanné les crânes et créé une reconstruction virtuelle en 3D des structures internes de l'oreille. De cette façon, on peut prédire comment un organisme entend en se basant sur les mesures de son oreille. Premier constat, à cette époque, les hominidés ont une oreille très proche de celle des chimpanzés, et donc les chercheurs en déduisent qu'ils avaient globalement la même audition. Mais en étudiant finement les images 3D, ils s'aperçoivent que les vestiges d'organes auditifs commencent à présenter des caractéristiques propres aux oreilles humaines. Concrètement, la configuration de leur marteau, l'un des 3 osselets de l'oreille, permet d'entendre des fréquences un peu plus élevées que celles perceptibles par le chimpanzé. Cette caractéristique est un trait notable de l'évolution, puisque l'homme se distingue nettement des autres primates par une audition meilleure vers les fréquences hautes, fréquences où se situe notre langage par exemple. Cela ne veut certainement pas dire que les australopithèques parlaient, mais les caractéristiques de l'oreille sont en passe de devenir un excellent indicateur d'évolution, au même titre que la bipédie ou la taille du cerveau.
Ça plane pour moi, aurait pu chanter le pilote d'essai Jim Payne lorsqu'il a atteint l'altitude de 27 400 mètres aux commandes de son planeur expérimental Perlan. C'est 2 fois plus haut que les avions de ligne et 12 000 mètres de plus que le précédent record obtenu en 2006 par son équipe à Redmond, dans l'Oregon. Durant 33 minutes, l'avion tout en fibre de carbone a filé dans la stratosphère à la vitesse hallucinante de 650 km/h et sans l'aide du moindre moteur. Pour établir cette performance, Jim Payne s'est appuyé sur les recherches d'un célèbre pilote, Einar Enevoldson, qui a eu l'idée de combiner 2 phénomènes atmosphériques. D'une part, les ondes de relief provoquées par le passage du vent au-dessus des montagnes, et d'autre part, les vortex polaires, qui sont des courants d'air très rapides près des pôles nord et sud. Pour supporter la très haute altitude, les pilotes étaient initialement équipés de combinaisons pressurisées prêtées par la NASA, mais ils n'arrivaient pas à piloter assez longtemps avec cet équipement. L'année dernière, le géant de l'aviation Airbus a donné un sacré coup de pouce au projet en finançant la construction d'un nouveau planeur, le Perlan 2. Les pilotes bénéficient désormais d'un cockpit pressurisé et les ailes ont aussi pris beaucoup d'envergure. Ce vol historique promet une flopée de nouveaux records à suivre à partir de l'été prochain en Argentine. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À bientôt.